Merci beaucoup encore une fois de nous rejoindre pour ce temps d'échange. Donc, je suis Magdalena Turin, manager conseil électromobilité chez JREV et nous allons aujourd'hui parler de la manière dont nous pouvons utiliser les données, notamment les données d'interopérabilité pour développer son activité. Alors pourquoi avons-nous choisi de vous proposer d'échanger sur ce thème? Eh bien, c'est parce que l'ensemble des acteurs que nous sommes sur l'électromobilité sommes poussés à innover et à réfléchir à la manière dont nous pouvons anticiper les usages, les besoins, etc. Ce que nous vivons, nous, de l'intérieur chez JREV, c'est le fait que les données dont nous disposons nous permettent justement d'anticiper un certain nombre de ces usages, de prévoir un certain nombre de paramètres qui peuvent venir contribuer au développement de l'activité de l'ensemble des acteurs. Donc, la manière dont nous allons organiser l'heure que nous allons passer ensemble est la suivante. Tout d'abord, on va regarder le contexte, les grands enjeux et les tendances du secteur. N'hésitez pas à réagir à travers l'outil de conversation pendant cette partie-là pour compléter, pour échanger vos perspectives, vos avis. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous présenterai très rapidement quelles sont les données dont nous disposons au sein de JREV et dont l'analyse nous a amené à faire ce constat, le fait que l'utilisation des données d'interopérabilité pouvait être un outil très puissant de développement de l'activité de l'ensemble des acteurs du secteur. Nous aurons ensuite, donc cette première partie durera environ une demi-heure et nous aurons ensuite également environ une demi-heure pendant laquelle nous travaillerons en atelier. Alors, de manière tout à fait simple, sans outils trop compliqués, je vous présenterai deux études de cas de prestations que nous avons proposées à nos clients sur la base, encore une fois, des données dont nous disposons. Et nous travaillerons ensemble sur vos problématiques, sur vos questions, pour que collectivement, cet atelier puisse vous être utile pour évaluer quel type de données peuvent venir répondre à quelle problématique business. Alors, pour ce qui concerne le contexte, tout d'abord, un des éléments qui est disons une considération importante à prendre en compte dans notre écosystème aujourd'hui est que le nombre de véhicules électriques est en constante augmentation. Les chiffres que vous voyez ici sont les chiffres que vous pouvez retrouver sur le site de l'AVER. La part des véhicules électriques, des véhicules rechargeables dans le marché global est passée de 3% en 2020 à 15% du marché en 2021. Donc, on a observé, et c'est une tendance qu'on va vous présenter sur différents indicateurs, on a observé une accélération très forte en 2021 de l'électromobilité. Et ça passe par ce premier élément qui est l'augmentation de la part des véhicules électriques dans la flotte en circulation. Alors, au niveau national, pour ce qui concerne la France, on a des objectifs à fin 2022 qui sont les suivants, d'avoir 1 million de véhicules électrifiés rechargeables en circulation en 2022, avec 60% qui soient du 100% électrique et 40% qui soient des véhicules hybrides rechargeables. Ce que vous voyez là encore sur le graphique que vous avez sous les yeux, c'est que la problématique de l'augmentation du parc de véhicules électriques, elle n'est pas du tout nouvelle, elle est même plus tellement récente, mais en revanche, ce qui est complètement d'actualité, c'est l'accélération très forte de la tendance. Cela a un corollaire, bien évidemment, c'est le recul du nombre de véhicules thermiques. Ce que vous voyez ici sur le graphique, c'est la répartition dans le parc automobile français en fonction du type de technologie, donc entre véhicules électriques, hybrides rechargeables, hybrides et essence et gasoil.
Alors, il y a 2 facteurs et on va, s'y arrêter, pendant quelques instants, qui viennent renforcer, cette évolution. Le premier, c'est la mise en place, des zones ZFE et puis, l'évolution, de, la fiscalité autour des véhicules électriques en France qui ont été, des facteurs, incitatifs. Quand on dit que ces 2 facteurs viennent renforcer cette évolution, c'est parce que, cette évolution, c'est une tendance de fond, la société, alors pas seulement française, hein, c'est une tendance de fond qu'on peut observer dans de nombreux pays, européens et à l'échelle mondiale. Mais dans le cas de la France, on a effectivement cette tendance de fond qui est basée sur des considérations environnementales, également, qui est, poussée par, l'effort qu'ont fait les constructeurs automobiles pour pouvoir ne faire aujourd'hui plus que la promotion de véhicules électrifiés, donc électriques ou hybrides rechargeables. Vous le voyez dans les publicités hein, que vous pouvez voir de constructeurs automobiles, ils ne font plus que quasiment la publicité de véhicules qui soient électrifiés. Donc il y a eu cet effort de proposer des gammes étendues qui a été soutenu par un mécanisme incitatif avec la mise en place de primes, donc une prime à la conversion qui peut aller jusqu'à 5 000 euros et des primes à l'achat qui peuvent aller jusqu'à 6 000 euros, ce qui a permis d'aider les décisions d'achat ou de prise en location longue durée d'un véhicule électrique. En parallèle de ce mécanisme incitatif, il y a également un mécanisme coercitif avec la mise en place des zones à faible émission, donc les zones urbaines, dont l'accès va être réservé aux véhicules les moins polluants. Ce sera déjà le cas, ou c'est déjà le cas pour la métropole du Grand Paris, pour la métropole de Lyon, pour Lille ou la métropole de Grenoble et d'autres villes, Le Havre, d'autres grandes agglomérations, eh bien, mettent en place ces zones à faible émission. Il ne sera plus possible de circuler pour les véhicules qui dépassent un certain critère de pollution. Alors en parallèle de cette évolution du parc, de véhicules électriques, eh bien, on observe une évolution, du nombre de points de recharge. Sur l'année 2021, là aussi, on observe cette tendance d'accélération très forte avec une évolution record de plus 64% sur l'année 2021. Plus 64% de quoi? Eh bien, du nombre de points de recharge qui sont ouverts au public et qui sont rendus accessibles aux utilisateurs de véhicules électriques. La combinaison, d'un nombre plus important d'infrastructures de recharge accessibles au public avec un nombre de plus en plus important de véhicules électriques en circulation, eh bien, conduit à une explosion des stations de recharge en itinérance, puisqu'on avait déjà observé une augmentation forte en 2020 avec une multiplication par 1,7 du nombre de sessions en itinérance et en 2021, c'est une multiplication par 4,3. Ce que vous pouvez voir ici sur le graphique, et c'est intéressant, c'est qu'en parallèle de cette explosion du nombre de sessions, il y a aussi une augmentation des sessions de recharge qui sont réalisées sur des stations de recharge rapides et ultra rapides. Cela s'explique par le fait que les stations ultra rapides sont celles qui, en ce moment, font l'objet des plus forts développements, notamment sur les axes autoroutiers et autres sites d'aménagement. Alors je sais parmi les participants que certains sont tout à fait familiers avec le concept d'itinérance. Je vais peut-être prendre quelques instants pour rappeler de quoi on parle quand on parle de sessions de recharge en itinérance. Ce sont des sessions de recharge qui sont réalisées avec un pass ou une application d'un opérateur de mobilité sur une infrastructure de recharge qui est la propriété et qui est opérée par un opérateur de recharge qui est différent de l'opérateur de mobilité. Donc, pour faire simple, j'ai une application Plugsurfing, je me recharge en Occitanie sur le réseau Reveo. Au lieu d'utiliser un pass Reveo parce que je suis en transit sur la région ou tout simplement parce que ça correspond plus à mes habitudes de consommation, j'utilise mon application Plugsurfing ou mon application Nissan. Si par exemple je conduis une Leaf, eh bien la transaction qui va s'opérer pour que je puisse
payer ma recharge et que l'opérateur puisse me délivrer de l'électricité qui va arriver dans ma voiture. Tout cela suppose des accords d'itinérance qui permettent eh bien que les opérateurs de recharge et opérateurs de mobilité puissent permettre la réalisation de cette charge. Alors ces données, elles sont extrêmement importantes, puisque notamment dans le cadre d'un effort national qui existe maintenant, ou en tout cas qui a été lancé depuis plusieurs années autour des schémas directeurs. En effet, à partir de 2018, il y a eu, autour du contrat stratégique entre la filière automobile et le gouvernement, une réflexion sur comment allons-nous équiper le territoire de manière à pouvoir répondre à la demande, créée par l'augmentation du nombre de véhicules prévus, en circulation. À partir de la mi 2020, il y a eu à la fois les premiers travaux de la DGEC et le plan qu'on a appelé à l'époque plan 100 000 bornes, qui était en fait l'objectif d'avoir 100 000 points de recharge sur le territoire national. Cela a abouti à peu près 1 an après, donc en mai 2021, à la publication de 2 décrets encadrant la mise en place, la réalisation des schémas directeurs. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Un peu moins, d'1 an après, eh bien, en janvier 2022, ce sont à peu près 40 de la centaine de départements français qui se sont lancés dans les travaux d'application d'un SDIR, donc qui ont réalisé ou qui ont contracté auprès de prestataires divers le lancement de travaux sur la réalisation d'un schéma directeur, et 60 des autres départements qui commencent ou devraient commencer leurs travaux de schéma directeur pour permettre un déploiement qui soit cohérent et suffisant d'IRVE sur l'ensemble du territoire. Ces éléments de contexte posés, sur la base de ce que je viens de vous dire sur l'itinérance, on va entrer ensemble dans la présentation des données qui sont disponibles au sein de JREV. L'objectif étant de vous montrer comment l'ensemble de ces données, de vous donner, disons, une vue, une plongée dans nos architectures de données, pour que vous puissiez ensuite faire des liens avec vos cas d'usage à vous, avec vos problématiques business à vous, pour voir comment telle ou telle donnée peut venir compléter des réflexions de développement stratégique ou de mise en œuvre opérationnelle sur des questions de marketing prix ou de localisation dans le cadre de plans de déploiement à titre privé, etc. Donc, JREV, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme digitale en B2B. Donc, nos clients, ce sont des opérateurs de recharge et des opérateurs de mobilité principalement. Nous sommes le leader des données d'itinérance en Europe, et nous accompagnons nos clients sur diverses problématiques, en allant de la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un des grands sujets de la norme 1518, sur lequel JREV est un contributeur important au niveau national sur les travaux sur la norme 1518. Nous sommes impliqués dans les travaux nationaux qui touchent à la mobilité intelligente, autour des travaux sur le MaaS, sur le smart charging, sur plus généralement la mobilité durable dans le cadre de la ville intelligente. Nous fournissons pour nos clients opérateurs de recharge ou opérateurs de mobilité une place de marché complète. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'itinérance repose sur la possibilité pour un opérateur de recharge et un opérateur de mobilité de pouvoir se connecter. C'est exactement la même logique que celle qu'on peut observer dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la téléphonie mobile. Pour pouvoir aller retirer de l'argent dans un distributeur de la Société Générale avec une carte bleue de la BNP Paribas, eh ben, il faut qu'il y ait un moment, il y ait un accord, il faut qu'il y ait une API entre les deux systèmes. Pour pouvoir utiliser un téléphone français avec un abonnement d'un opérateur français,
auprès d'un opérateur allemand quand je suis en vacances en Allemagne, eh bien, il faut qu'il y ait un accord d'itinérance entre ces 2 opérateurs. C'est la même chose pour la recharge par rapport à la situation que je décrivais tout à l'heure et c'est ce que permet la plateforme J'y-rêve. Nous fournissons également des prestations de conseil pour accompagner nos clients à entrer sur le marché français ou à développer leur activité et nous développons également notre activité formation. Et enfin, nous accompagnons aussi l'écosystème pour réfléchir au futur des technologies de gestion de données et des architectures de données. Comme vous l'avez vu sur la première partie de la présentation, il y a une croissance exponentielle des sessions de recharge et de l'activité de recharge. Cela va amener une croissance exponentielle du volume de données qui seront disponibles et donc nous devons adapter nos infrastructures de traitement de données. Ça fait partie de notre plus gros poste d'investissement chez J'y-rêve, c'est adapter nos infrastructures à ce qui nous attend en termes d'augmentation des volumes de données à traiter. Pour vous donner une idée de la nature des canaux, si vous voulez, à travers lesquels les informations arrivent, les données arrivent chez J'y-rêve, nous avons aujourd'hui 43 000 points de recharge qui sont connectés à la plateforme en France. Et nous avons, en plus de ces points qui sont directement connectés, des points de recharge qui sont référencés, donc qui vont être pilotés par des aménageurs privés et pour lesquels nous sommes en capacité d'avoir accès à l'activité qu'on peut observer sur ces points de recharge. En tout, ce sont plus de 400 réseaux de recharge qui sont ouverts au public, qui sont connectés à J'y-rêve. Le nombre de points référencés a augmenté extrêmement rapidement sur les années 2020-2021. En corrélation avec ce qu'on peut observer sur l'ensemble du marché. Au-delà des informations que nous pouvons collecter sur la plateforme J'y-rêve, nous sommes au cœur de l'écosystème de la mobilité et ce sont aussi toutes ces interactions-là à travers les groupes de travail au CPI, à travers le travail que nous pouvons faire auprès des institutions de standardisation ou d'organisations comme la FIREV et la VER, que nous sommes également en capacité d'appliquer de l'intelligence, d'appliquer de la compréhension de l'écosystème à nos analyses de données. L'écosystème de la mobilité électrique, c'est un écosystème qui est complexe et ce qui fait la particularité de notre approche, c'est qu'à travers notre activité initiale, qui était vraiment la gestion des charges en itinérance, c'est uniquement cela. Cela nous a amené à être en contact avec finalement l'ensemble des systèmes qui sont nécessaires pour les acteurs de l'écosystème de la recharge et, et avec l'ensemble, disons, des points de contact entre un conducteur de véhicule électrique et cet écosystème auquel nous appartenons, puisque nous, notre business model est un business model B2B. Néanmoins, notre rôle de plateforme et d'intégrateur nous amène à finalement être au contact des problématiques à la fois des fournisseurs d'énergie sur les questions de calcul de volume de puissance par rapport à ce qu'on peut observer en termes de puissance délivrée à travers les infrastructures sur le périmètre français, mais également à travers les opérateurs des points de recharge, à travers les constructeurs, à travers également les systèmes de navigation qui permettent de repérer où sont les infrastructures disponibles, tous les systèmes d'application mobile et enfin les systèmes, disons, logistiques, donc parking et moyens de paiement. Il y a des réflexions extrêmement intéressantes sur la question à la fois de la transparence des grilles tarifaires, mais aussi des moyens de paiement et de la sécurisation de ces moyens de paiement, réflexions auxquelles nous participons, encore une fois, à travers notre rôle dans l'écosystème global. En ce qui concerne notre architecture de données, nous avons donc une base de données des IRVE qui sont ouvertes au public. Alors, ce n'est pas notre base de données qui est ouverte au public, ce sont les IRVE qui sont ouvertes au public et qui appartiennent à des réseaux qui sont connectés.
Nous sommes capables sur ces infrastructures d'analyser l'ensemble des informations qui relèvent du statut en temps réel et des données d'usage de l'infrastructure. Nous pouvons également, comme le font l'ensemble des acteurs de l'industrie, collecter depuis les sources en open data des données qui viennent compléter ou avec lesquelles nous pouvons réaliser des comparaisons par rapport aux indicateurs que nous sommes en mesure de produire sur la base uniquement de nos données. Alors, on va rentrer un peu dans le concret et je vais vous présenter 2 cas d'usage, qui sont des cas réels, anonymisés, de prestations que nous avons, fournies à des clients qui avaient des problématiques d'activité et pour lesquels, nous avons construit pour eux, un modèle de conseil basé uniquement, et principalement, encore une fois, sur l'analyse de nos données qui est ensuite complétée par la connaissance et les perspectives que nous avons sur l'écosystème, mais dont, encore une fois, le point de départ est la compréhension et l'analyse des données d'interopérabilité. Donc dans le premier cas, nous avons, été, sollicités par, un client, qui souhaitait avoir un état des lieux en vue d'un plan de déploiement d'infrastructures de recharge rapide et ultra rapide en France. Donc la problématique est relativement claire dans ce cas. C'est: je suis, aménageur, je souhaite développer des infrastructures de recharge rapide et ultra rapide en France et j'ai besoin pour cela de savoir si je peux construire une activité, un modèle économique intéressant derrière ce projet. Alors ce projet, il répond à plusieurs besoins. Tout d'abord, je dois répondre à mes obligations réglementaires au titre de la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Et je me dis, en tant qu'aménageur, que finalement, cette contrainte-là, elle me donne aussi une opportunité de créer de l'attractivité en proposant donc un service de recharge sur mes sites pour pouvoir capter du trafic client auquel je vais proposer d'autres services en complément d'autres services ou d'autres produits pendant le temps où ils effectuent leur recharge. Donc les questions derrière, elles sont extrêmement précises. Combien faudrait-il que je développe de bornes rapides et ultra rapides? Où est-ce qu'il faut que je les installe pour qu'elles ne soient pas en doublon par rapport à des infrastructures déjà installées par d'autres aménageurs privés ou par des aménageurs publics? Et comment doit se faire le déploiement en termes de calendrier, mais également en termes de type d'infrastructure que je déploie pour être compétitif par rapport à l'offre qui est proposée sur un territoire, sur le territoire d'activité et de suivre les tendances du marché. Donc nous, on est capable, à travers les données JREV, d'évaluer comment sont répartis les IRVE sur le territoire national en fonction de leur puissance et ces IRVE rapides et ultra rapides, comment est-ce qu'elles sont utilisées. Est-ce que ce sont les IRVE de 50 kilowatts qui sont les plus utilisées, celles de 60, beaucoup, celles au-delà de 100 kilowatts? Comment est-ce qu'elles sont utilisées? Est-ce qu'elles sont utilisées pour des usages uniques ou pour des usages récurrents, etc. En termes de démarche, ce qu'on commence à faire, c'est de regarder les données statiques, c'est-à-dire la localisation des infrastructures qui intéressent le client. Sur ces infrastructures-là, une fois qu'on les a isolées, eh bien, toutes les données dynamiques qui permettent d'analyser les usages et les comportements, la facturation, puisque la problématique du client, elle est économique. Quel est le modèle derrière de rentabilité que je vais avoir sur ces infrastructures et également les puissances délivrées. Sur cette base-là, encore une fois, nous ne communiquons pas les données de nos clients, bien évidemment, mais nous produisons des indicateurs clés qui peuvent donner à notre client conseil des perspectives sur la répartition de la couverture du territoire en IRVE rapide et ultra rapide, une vision plus site par site, en se concentrant uniquement sur ces sites à lui, de manière à pouvoir déterminer des zones d'opportunités privilégiées pour un déploiement. Comme je vous le disais, nous sommes un acteur leader en Europe. Nous sommes présents dans plus de 30 pays européens. Donc, nous avons, dans le cadre de cette étude, proposé une vision nationale, mais également des indices de comparaison avec d'autres pays européens que nous connaissons bien et dont nous savons qu'ils ont des modèles déjà assez avancés.
La la prestation, se finalise par une analyse qui permet de comprendre l'état de l'offre et d'un accompagnement, pour la mise en œuvre de la stratégie de déploiement qui aura été, décidée. Deuxième cas d'usage, sur la base, là encore d'une demande du client, nous avons été sollicités par un client privé, pour réaliser un audit de l'état de fonctionnement et de fréquentation d'un réseau de recharge également privé que le client souhaitait acquérir. Dans ce cadre-là, l'objectif du client était de comprendre quels seraient les coûts de mise à niveau, des, infrastructures du réseau pour évaluer quelle serait ensuite, la, rentabilité du réseau en combinant cela avec l'analyse du potentiel d'attractivité des sites. Donc là, on n'est pas dans une logique de déploiement où on va regarder où est-ce qu'il serait intéressant de déployer. On est dans une logique d'analyse de l'existant. J'ai un réseau qui fonctionne déjà. Comment est-ce que quelle va être la rentabilité de ce réseau et est-ce que c'est une bonne cible d'achat ou pas? Pour cela, nous nous sommes basés, sur, notre base de données, de fonctionnement des IRVE de ce réseau pour pouvoir tirer le plus grand nombre possible, d'informations qui permettent de déterminer, quels étaient les taux d'occupation sur ces infrastructures, comment elles étaient, quels étaient, les nombres consécutifs de jours d'indisponibilité, comment est-ce qu'elles étaient, utilisées en termes de saisonnalité, sur une journée, une semaine, une année et cetera. En termes de démarche, dans la mesure où on partait pour on était sur de l'analyse de l'existant. Ce que nous avons regardé, c'est, la conformité des données du précédent gestionnaire pour s'assurer, que nous partions d'un set de données qui soit complet. Toutes les données qui relevaient de la fréquentation des sites et également un benchmark de l'activité pour évaluer, en fait, comment se positionner les sites cibles que le client souhaitait acquérir par rapport aux moyennes nationales. En gros, est-ce que c'est un bon réseau ou pas? Est-ce que c'est un réseau bien géré ou pas? Est-ce que c'est un réseau rentable ou pas? Nous avons à partir de là, produit des indicateurs d'état de fonctionnement et de fréquentation, qui étaient les critères, disons, les plus importants à regarder dans le cadre de cette étude. Et là encore, nous avons, fourni des éléments de benchmark, dans ce cas-là uniquement à l'échelle nationale, afin, d'être en mesure de dire: «Ben, finalement, quand on dit qu'un site a un taux d'occupation de tant de pourcents, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup?» et cetera. Cela a permis, de proposer aux clients une identification des sites qui nécessitaient une mise aux normes techniques et un comparatif des modèles de tarification afin d'affiner le modèle économique et d'outiller, la décision pour le client de se positionner ou non, sur le rachat de ce réseau. Voilà le 2 cas d'é 2 cas d'études du type d'utilisation qui peuvent être, des types d'utilisation qui peuvent être faites, à partir des données d'itinérance et à partir des données, relatives aux infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public, que ce soit, en France ou encore une fois, dans une logique de comparaison européenne. Je propose de passer, à, l'étape de conclusion. Comment est-ce que nous vous accompagnons autour de ces problématiques données? Nous avons, au sein, de notre, business unit conseil et formation, 3, types d'offres. Une offre deploy qui concerne principalement les aménageurs publics ou privés, donc typiquement dans le cadre de schéma directeur, par exemple, pour planifier, le déploiement de leurs IRVE. Nous avons une deuxième offre qui s'appelle Expand, qui là est destinée à un panel relativement large, de types de clients. Ça peut être des opérateurs, des fournisseurs de services, des constructeurs auto, enfin donc pour la partie concession automobile, également des aménageurs privés qui se posent la question, alors là, pas tellement du déploiement, mais qui peuvent se poser la question du fonctionnement, autour de questions de benchmark de prix, de qualité du réseau. Là, nous les accompagnons quelle que soit leur problématique, avec un objectif large qui est de gagner des parts de marché, quelle que soit, leur, niche d'activité, dans l'écosystème de l'électromobilité. Et enfin, une troisième offre, Learn, qui rassemble, l'ensemble de nos sessions de formation. Alors là, sur cette offre-là,
nous nous adressons à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de l'écosystème, avec un objectif de développement des connaissances, de développement des compétences et d'une structuration d'un écosystème français fort et bien, disons, structuré sur l'ensemble de ces questions. La dimension de filière électromobilité, comme il peut y avoir dans notre domaine industriel une filière nucléaire ou une filière aéronautique, c'est pour nous extrêmement important de contribuer autant que possible à son développement et à son renforcement. Nos parcours d'accompagnement viennent s'intégrer pour nos clients sur l'ensemble de leur vie et de leur parcours. Ils démarrent généralement au moment de la connexion avec la plateforme JREV, à travers des actions de formation, à travers des actions de pédagogie autour des différentes stratégies qui peuvent permettre aux différents acteurs de s'aligner avec le marché, de se mettre en cohérence avec les pratiques, et puis ensuite de pouvoir aider ces acteurs-là sur leur stratégie de développement et encore une fois, d'augmentation de leur business et de création de valeur en fonction de leur activité. Voilà pour les éléments que nous souhaitions partager avec vous. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous souhaitez nous faire part de vos problématiques, si vous avez des questions sur lesquelles les données et l'expertise JREV peuvent être intéressantes pour vous, eh bien, vous pouvez nous contacter à contact@jrev.com. Nous serons heureux de pouvoir répondre à vos interrogations et de pouvoir partager avec vous dans la continuité des échanges de ce matin. S'il n'y a plus de questions ou de commentaires, il me reste à vous remercier pour votre temps et pour votre participation à ces échanges. J'ai été ravie de pouvoir partager ces éléments avec vous. J'espère qu'ils vous auront été utiles et qu'ils pourront nourrir vos réflexions respectives. Encore une fois, nous restons à votre entière disposition pour poursuivre ces échanges.